Conseil des ministres extraordinaire sur le retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO, c'était hier à Koulouba. Le gouvernement rassure que des mesures sont prises pour faire face à la situation. La session 2024 de la Cour d'assises s'est ouverte hier avec 162 affaires impliquant 225 accusés à la barre des accusés d'atteinte aux mœurs, de meurtre, de vol, de trafic de drogue, de terrorisme, entre autres. Mardi 30 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Pas d'inquiétude, des mesures sont prises pour faire face à la situation. Assurance du gouvernement réuni hier lundi en conseil extraordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État. Toutes les dispositions seront prises pour renforcer l'économie nationale, protéger les entreprises et assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. On fait le point avec Ibrahima Traoré. Palais présidentiel ce lundi. Un conseil extraordinaire des ministres est convié pour se pencher sur une décision historique. Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Les membres du gouvernement, le Premier ministre et le président de la transition, tous arrivent dans la salle des banquets dans une atmosphère détendue. Sur la table, des mesures prises par Bamako suite au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, rappelle d'abord les motivations et la nécessité de cette décision. La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays, parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux trois principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Le ministre Diop d'ajouter que la CEDEAO n'incarne plus l'idéal panafricain et ce retrait des pays de l'AES ne vise qu'à défendre les intérêts des populations et à mettre fin aux actes de déstabilisation. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent. Je crois qu'il faut rassurer les uns et les autres. La CEDEAO qui a été créée en 1975, il y a une vingtaine d'années, la Mauritanie s'est retirée. Aujourd'hui, la Mauritanie se porte bien, elle continue d'avancer. L'autre élément aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Mali qui a créé la CEDEAO avec d'autres pays. Ils n'ont pas créé le Mali. Nous sommes un pays éternel, nous avons existé avant la CEDEAO et les autres organisations, et nous allons continuer notre cheminement. Le Conseil extraordinaire a dessiné les éléments pour qu'on puisse travailler, pour pouvoir matérialiser l'objectif qui est recherché en matière de sécurité, en matière de développement économique. Le défi n'est pas hors de portée de notre pays. Notre pays n'est pas seul non plus. Nous sommes avec le Niger, nous sommes avec le Burkina. Nous avons mis en place l'Alliance des États du Sahel qui va travailler pour renforcer la coopération politique entre nos pays, pour renforcer le développement économique, pour assurer la sécurité. Donc, nous avons aussi une offre, une réponse en tout cas géopolitique et géostratégique pour pouvoir avancer. Face aux multiples implications de cette décision, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'a pas manqué de rassurer ses concitoyens, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et de leurs biens. Vous savez, le Mali, on a beaucoup de communautés qui vivent à l'étranger, dans les pays membres de l'UEMOA et des pays membres de la CEDEAO également. Et beaucoup de communautés africaines vivent également parmi nous. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a des arrangements qui existaient à ce niveau
Et pour tous nos ressortissants qui vivent dans les pays membres de l'UEMOA, on a les mêmes dispositions qui gouvernent la libre circulation des droits d'établissement de nos ressortissants dans les pays membres de l'UEMOA. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir à ce niveau. Pour les pays CEDEAO qui ne sont pas des pays membres de l'UEMOA aussi, nous avons des discussions avec ces États sur le plan bilatéral pour voir dans quelle mesure nous pouvons prendre en charge le sort de nos compatriotes dans ces pays, comme le sort des ressortissants de ces pays qui vivent également parmi nous. Et le gouvernement, et comme cela a été indiqué tout à l'heure lors du Conseil extraordinaire, certains membres du gouvernement aussi prendront attache avec nos compatriotes qui vivent dans ces pays pour pouvoir leur donner tous les éléments d'appréciation, recueillir aussi leurs préoccupations. Et quoi qu'il en soit, le gouvernement va travailler de façon assidue pour mettre en place des arrangements nouveaux qui préservent leur statut. Côté enjeux économiques et financiers, pas de panique également. Assurance du ministre en charge de la question. Alouseni Sanou s'appuie sur des chiffres en rappelant que l'espace AES représente environ 70 millions d'habitants et regorge d'immenses potentialités dans divers secteurs économiques. Si nous prenons les impacts au plan financier à court terme, nous allons dire que le Mali sort très très gagnant de cette affaire. Quand vous regardez au plan commercial, la balance commerciale du Mali est déficitaire avec la zone CEDEAO-UEMOA. Nous avons à peu près 59% de nos importations qui viennent des pays de la CEDEAO, y compris l'UEMOA. Et nous avons 20% de ces importations qui viennent des pays de la CEDEAO hors UEMOA. Donc quand nous regardons les exportations, toutes nos exportations sont presque tournées vers les pays hors la CEDEAO. Parce que le Mali exporte essentiellement de l'or, le coton, les intrants, et seul le bétail qui est exporté vers les pays de la CEDEAO, et l'exportation globale vers les pays de la CEDEAO représente environ 19% des exportations. Ce qui veut dire que le Mali a à peu près un manque à gagner de 120 milliards aujourd'hui du fait qu'il est dans la CEDEAO. Parce qu'il y a le tarif extérieur commun, qui est le tarif qui est appliqué sur toutes les importations. Et c'est un taux de 18% qui s'applique. Donc tout ce qui est taux de droit de douane qui est aussi entre 65 et 45% selon la nature des différents produits, on ne les applique pas. À l'inverse, nous exportons en dehors de la zone, ce qui fait que nos exportations ne bénéficient pas de ce tarif extérieur commun. Le Mali restant dans l'UEMOA, on a un manque à gagner net de 21 milliards du fait que nous sommes dans la CEDEAO. Et si nous quittons la CEDEAO, le budget va automatiquement sentir un accroissement de 21 milliards. Le ministre Sanou soutient que les pays de l'AES constituent un marché important qui pèse dans la région. Il s'agira de travailler désormais à protéger et à soutenir les entreprises et opérateurs économiques des trois pays face à la concurrence. Et le Mali jouera toute sa partition, rassure-t-il. Le Mali étant avec les deux autres pays, des pays de l'Interland, tout l'investissement direct étranger s'était concentré vers les pays et dans les côtes. Parce que c'est plus facile de s'installer là-bas à cause de la mer, donc les produits qui viennent par les ports, etc. Et étant donné qu'ils sont dans ces pays, ils vont bénéficier du tarif extérieur commun. Donc nos marchés sont inondés de produits dont les entreprises sont installées dans d'autres pays. Donc tout ce qui est valeur ajoutée, tout ce qui est emploi, etc., bénéficie de ces pays. En ayant notre propre tarif à appliquer aujourd'hui, l'investissement direct va être plus tourné vers nos pays. Donc il y a certainement un marché important que nous constituons pour ces investissements directs qui ne seront plus orientés vers ces côtes, mais plutôt vers nos pays. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'installent dans ces pays et ce sont désormais les pays qui donnent le critère d'origine CEDEAO à ces entreprises. Parce que normalement, il y a un taux qui est défini. Il faut qu'un certain nombre de valeurs ajoutées soient réalisées dans ces pays pour que l'entreprise-là ait le label origine CEDEAO et qu'il puisse bénéficier du tarif extérieur commun. Il se trouve que les États, pour pouvoir favoriser l'investissement direct, ferment les yeux sur beaucoup de choses aujourd'hui. Donc cette concurrence, nous allons la combattre.
parce que nous allons avoir nos entreprises, nous avons la liberté et la flexibilité de discuter avec tous les pays, avec tous les investisseurs. Et nous avons la latitude aujourd'hui de protéger nos entreprises, de les accompagner pour que nous puissions avoir une production locale plus importante, tout ce qui va impliquer l'emploi, etc., etc. Donc je pense que le Mali sort vraiment gagnant en termes d'opportunités et nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour saisir ces opportunités et de les rendre une réalité chez nous. En tout cas, nous avons vu des situations plus compliquées que ça qui constituaient la période de janvier 2022 à juin 2022 qui était l'embargo de l'UEMOA avec toutes les conséquences financières que cela comportait. Le Mali s'est montré résilient, nous avons pu être imaginatifs, créatifs et nous avons même eu une croissance importante à cette période. Une commission interministérielle est d'ores et déjà mise en place. Son travail, exécuter les mesures prises pour faire face aux multiples défis liés notamment à la sécurité et au développement socio-économique. Première session de la Cour d'assises au compte de l'année 2024. Je vous l'annonçais également en titre. Elle a ouvert hier avec 162 affaires impliquant 225 accusés. Les affaires qui seront jugées concernent les atteintes aux mœurs, les meurtres, les vols, le trafic de drogue et le terrorisme. Et les travaux de cette session se tiendront jusqu'au 10 février prochain. Reportage à Salimata Ndao et Adaman Kamara. Le président de la Cour d'appel, ses conseillers, le procureur général, le bâtonnier et la greffière en chef. Tous les éléments de la Cour sont présents. Mais pour tenir cet exercice de jugement, d'autres membres étrangers au corps judiciaire font leur entrée. Il s'agit des assesseurs. De différents horizons professionnels, ils sont 5 à prêter serment conformément à l'article 296 du Code pénal. Un véritable cérémonial. Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant les cours de la présente session. Les assesseurs ainsi installés, la Cour est prête à siéger sur les affaires inscrites au rôle de cette première session de la Cour d'assises de 2024. Cette session ordinaire porte à son rôle 162 affaires, impliquant 225 accusés détenus. Les infractions de meurtre, d'assassinat et de coups mortels sont les plus nombreuses. La deuxième grande catégorie d'infractions figurant au rôle est constituée par les infractions de mœurs, pédophilie, viol, attentat à la pudeur et infanticide, traite des personnes. Les violeurs, les pédophiles pourraient-ils justifier leurs entreprises hideuses autrement que par le refus des valeurs morales et religieuses? C'est dans la même rubrique de gains illicites que s'inscrivent les infractions d'association de malfaiteurs et de vols qualifiés. Cette situation nous interpelle, magistrats et assesseurs, pour apporter les réponses appropriées à ces errements par des sanctions à la hauteur de la gravité des faits. La nature des affaires situées, le procureur général s'adresse aux assesseurs. Chers assesseurs, à partir de votre prestation de serment de ce matin, jusqu'à la fin de cette session, vous êtes désormais investis du pouvoir redoutable de juger vos semblables. Vous êtes des juges et ne rendez compte qu'à votre conscience. Soyez des dignes et loyaux assesseurs. Le barreau se réjouit de l'organisation régulière des sessions qui garantit dans une certaine mesure l'accès des citoyens à la justice qui voient leurs cas examinés et débattus. Avant de boucler cette cérémonie d'ouverture, le président du séance rappelle les principes du jugement. Malgré la gravité des infractions inscrites au rôle, les affaires doivent être examinées dans le strict respect des principes légaux qui sont la présomption d'innocence reconnue à tout accusé aussi longtemps qu'il n'aura pas été déclaré coupable, le droit pour chaque accusé d'être assisté d'un avocat, l'indépendance qui permet au juge de ne se décider qu'en âme et conscience et en fonction des éléments du dossier, l'impartialité qui permet d'instruire à charge et à décharge, la publicité des débats qui permet aux citoyens de savoir comment la justice est rendue. En particulier, je vous exhorte, Madame et Messieurs les assesseurs, au respect scrupuleux de votre serment. Cette première session de l'année s'étendra jusqu'au 10 avril prochain.
Également dans ce journal, la première assemblée générale ordinaire du Cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AM, un bureau consensuel de 33 membres a été mis en place avec pour premier président Dr Modibo Soumari. L'équipe dirigeante entend apporter sa contribution à la résolution des grandes questions de la nation. Mohamed Kayantao et Tchedja Kamara. 33 ans après la création de l'AM, les anciens responsables de l'organisation estudiantine se regroupent en cercle de réflexion et de solidarité des anciens de l'AM en abrégé CRS-AIM. Et c'est à l'issue d'une assemblée générale ordinaire regroupant une centaine de participants. Félicitations, ça nous rassure. Votre regroupement, votre retrouvaille d'aujourd'hui, nous demandons à cette jeunesse-là que vous êtes en train de continuer le combat de l'UNEM, de l'AMSUNEM. Je rends hommage et je félicite les autorités de la transition. Nous les accompagnons dans leur œuvre de reconstruction de la nation. Dirigé par Dr Modibo Soumari, le nouveau bureau entend apporter sa contribution dans la résolution des différentes crises de l'école malienne. La nouvelle équipe de 33 membres ne compte pas rester en marge de la recherche des réponses aux grandes questions du pays. Cette confiance que vous venez de placer à cette équipe et à ma personne à sa tête m'oblige d'être exemplaire et surtout de rassembler le maximum sur l'ensemble de nos camarades. Nous allons travailler pour produire un programme qui fera un plan d'action qui assurément va permettre aux anciens de l'AM d'embrasser les grandes questions de la nation et de répondre avec brio les solutions les plus appropriées. Remerciant les congressistes pour leur confiance placée en lui, le président du CRS-AIM, qui brigue un mandat de 3 ans, fonde l'espoir sur ses camarades pour mener à bien la mission qui lui est assignée. Les clubs du Rotary International au Mali volent au secours des personnes atteintes de lèpre du centre Raoul Folero. Ils leur ont fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur estimée à un peu plus d'1 million de francs CFA. C'est la 5e édition de cette initiative dénommée Opération Sabounyouma. Reportage d'Ossé Babadiara. L'initiative est une action commune des clubs Rotary Bamako Avenir, Bamako Djoliba et le club Rotarak des programmes du Rotary International au Mali à l'intention des personnes atteintes à la lèpre du centre Raoul Folero. L'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la lèpre. Le Rotary a instauré cette action depuis belle lurette. Donc, la nature des dons est composée de riz, de pâtes alimentaires, de matières premières et puis tous ceux qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes. La valeur de ces dons est de 1,05 million. La lèpre de nos jours, plus de 1247 personnes sont atteintes à travers le pays selon un dernier recensement. Cette donation va ainsi atténuer la souffrance des bénéficiaires. C'est un sentiment de joie, de fierté, un sentiment d'être accompagné par tout le monde, les bienfaiseurs. Vous savez que la lèpre, c'est une maladie extrêmement difficile à supporter. Maintenant, s'il y a des organisations qui nous appuient souvent dans ce sens, je pense qu'on ne peut que saluer et remercier les vrais acteurs de cette organisation. Un hommage mérité a été rendu à l'ancien ministre de la Santé, Ali Cissé, qui a beaucoup travaillé dans le domaine social, et la remise symbolique des dons ont mis fin à la cérémonie. Les infirmiers, face à leur ordre pour faire le bilan des activités, réfléchir et trouver les voies et moyens permettant de trouver des solutions aux problèmes de la corporation. C'était le samedi dernier à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Dambélé pour le compte-rendu. À la faveur de son assemblée générale statutaire, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Mali échange avec ses membres. La rencontre fait le bilan des activités de 2022-2023 et dégage les perspectives. Il s'agit aussi de trouver des moyens en vue de faire face aux défis qui assaillent la profession. Une rencontre de partage d'idées qui doit également permettre aux infirmiers de renforcer la qualité des soins. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour discuter des opportunités qui s'offrent à nous
des défis à relever et des solutions à apporter pour améliorer notre système de santé. Rappelons-nous toujours de l'importance de notre responsabilité envers ceux qui dépendent de nos soins. En unissant nos forces, en partageant nos connaissances, nous pouvons accomplir des réalisations remarquables. Que cette assemblée soit le point de départ d'une collaboration renforcée, d'idées innovantes et d'actions concrètes en faveur de la santé de notre nation. Ce cadre d'échange a été également l'occasion pour l'ordre de rappeler l'importance de l'inscription à la corporation qui demeure obligatoire. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des membres qui ont œuvré pour la mise en place de l'ordre des infirmières et infirmiers du Mali. À Gao, l'association Compagnie Sawal a lancé ses activités le 27 janvier dernier à travers le projet Garaya qui cible les jeunes de la région passionnés d'art et de culture. Financé par le réseau KIA, ce projet vise à valoriser et à innover le Olé Oré, une danse patrimoniale de la culture Songoï qui consolide le vivre ensemble. Reportage Rakiatou Touré et Alassane Ahamadou. Le projet Garhaya est un terme songoï qui signifie identité culturelle ou ce que tu as trouvé chez toi. Il est une initiative culturelle et artistique qui vise à sauvegarder les valeurs du patrimoine culturel et immatériel du peuple songoï. C'est une volonté de l'association Compagnie Sawal. C'est surtout amener les jeunes des Gao dans l'esprit du vivre ensemble, du pardon, de la cohésion sociale, à s'intéresser à leur identité culturelle, à s'intéresser à leur patrimoine culturel dans leur création d'aujourd'hui. On va traverser une forme artistique du patrimoine culturel qui est le Olé Oré, une danse ancrée qui consolide l'unité nationale. Le projet de danse qui s'étend sur 9 mois offre un cadre de créativité et de réflexion aux jeunes à travers plusieurs programmes qui cadrent avec les politiques des acteurs culturels de la région de Gao. Il va y avoir de la formation, de la création. C'est aussi un espace de promotion où on amène les jeunes à valoriser l'entrepreneuriat, à ne pas vouloir toujours se faire employer par d'autres, mais aussi prendre des initiatives, créer eux-mêmes l'emploi et employer. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre donc, de la relance donc, des activités artistiques et culturelles dans la région de Gao. Surtout quand il s'agit donc du Olé Oré, une manière donc de faire imprégner la jeunesse dans la connaissance donc de cette identité culturelle-là. Garhaya bénéficie de l'appui financier du réseau des acteurs culturels du Mali, dont l'initiatrice est lauréate. Le gouvernorat de Bandiagara a réceptionné un important lot de matériel destiné aux services techniques régionaux, aux unités de défense et de sécurité et au gouvernorat de la région. Une donation des autorités de la transition qui doit permettre de renforcer davantage les capacités opérationnelles des bénéficiaires. Pour plus de précisions, suivons Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Bandiagara. Ces matériels bureautiques permettront non seulement d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel bénéficiaire, mais également renforcera davantage les performances des services techniques et les unités de forces de défense et de sécurité dans leurs missions régaliennes. Aussi, je vous exhorte à persévérer encore dans la dynamique de l'effort pour l'atteinte des résultats escomptés. Votre dévouement et votre engagement envers les services publics, envers le Mali, sont inestimables. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers une administration moderne capable de répondre aux défis de l'heure. Je vous invite à travailler de concert pour maximiser l'impact positif de ces équipements sur nos services. Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux où notre administration est à la pointe de l'innovation, offrant des services de qualité à nos populations résilientes. Accueil tenu d'une réunion d'information et de sensibilisation sur les plans nationaux stratégiques de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine et de l'éradication de la peste des petits ruminants, une activité initiée par le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2 Mali, en collaboration avec la Direction nationale des services vétérinaires et les partenaires techniques et financiers. Reportage Kabadiara.
La pyrépneumonie contagieuse bovine PPCB et la peste des petits ruminants PPR sont des maladies animales qui ne doivent point être négligées car elles pourraient entraîner des pertes substantielles pour les éleveurs et avoir un impact négatif sur notre économie, d'où la tenue de cette réunion initiée par PRAPS 2 Mali en collaboration avec la Direction nationale des services vétérinaires pour informer et sensibiliser les éleveurs sur des plans nationaux stratégiques de contrôle de la pyrépneumonie contagieuse bovine et de l'éradication de la peste des petits ruminants. Dans le cadre de la vaccination pour les petits ruminants, nous avons cette année dans les plans stratégiques, c'est surtout le marquage des petits ruminants vaccinés. Ça va nous permettre en tout cas d'économiser les vaccins parce que la qualité du vaccin fait que, en tout cas, un animal vacciné est immunisé plusieurs années, sinon à vie. Vu la pertinence des objectifs et des résultats attendus des plans nationaux stratégiques, nous ne pouvons que féliciter les initiatives de cette activité et d'exhorter les participants à une analyse pertinente des différents aspects qui seront abordés afin de sensibiliser davantage tous les éleveurs de la région de Caille pour la vaccination des animaux contre la pyrépneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants et le marquage des petits ruminants vaccinés. Pour rappel, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS de Mali est financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali pour une durée de 6 ans. En 4e région, la Commission régionale de destruction des produits impropres à la consommation vient de détruire une quantité importante de bananes mélangées au cyanure et 57 briques de chanvre indien saisies par la douane de Ségou. L'opération d'incinération a regroupé les responsables de la douane, de l'Office central des stupéfiants, les associations de consommateurs et les autorités régionales de Ségou. Reportage à Fousséni Samaki. Cette opération d'incinération vise à mettre hors d'état de nuire 57 briques de chanvre indien et un lot de bananes mélangées avec les cyanures. Ces produits ont été saisis par les agents de la direction régionale de la douane de Ségou. Il y a 57 briques de cannabis et il y a un lot de bananes douces. Le lot de bananes douces a été saisi récemment avec du cyanure. Donc les services compétents ont estimé que la banane n'était plus consommable et qu'il fallait la détruire. Si la douane est informée, elle agit. Donc le concours de la population est plus que primordial pour l'accomplissement de l'action extérieure des douanes. La destruction de ces produits impropres à la consommation s'inscrit dans le cadre de la préservation de la santé sur le plan alimentaire. Donc c'est des produits vraiment très suspects. Et dans la consommation, ça allait vraiment être préjudice à la santé humaine et même animale. C'est vraiment une opération vraiment qui va dans l'intérêt vraiment des consommateurs. La meilleure façon de détruire ne peut être que l'incinération des produits que vous voyez derrière nous. On ne peut que remercier et puis saluer la douane de la région de Ségou. L'incinération de ces produits s'inscrit dans le cadre des activités de la célébration de la Journée internationale de la douane à Ségou. Et puis CAN Côte d'Ivoire 2023, un derby ouest-africain en 8e de finale cet après-midi. Oui, les Aigles du Mali affrontent les étalons du Burkina Faso avec comme enjeu une place en quart de finale. L'équipe malienne au grand complet est gonflée à bloc et est dans les meilleures dispositions pour aborder ce match, nous confirme notre envoyé spécial Arjou Matida. Éliminés en 8e de finale lors des 2 dernières éditions de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles du Mali ambitionnent d'aller le plus loin possible, voire remporter le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour poursuivre son chemin dans cette CAN, l'équipe nationale doit faire face aux étalons du Burkina Faso en 8e de finale. Un derby ouest-africain entre 2 pays frères et amis. Ayant fini leader de leur groupe, les Aigles sont sereins et savent que la compétition a amorcé sa phase à élimination directe. Aujourd'hui, c'est un plaisir de jouer contre ce genre d'équipe. C'est également un plaisir de se confronter à ce niveau de la compétition avec des équipes de ce calibre-là. Et la vérité, c'est que c'est un plaisir d'être encore dans cette compétition. Nous, le but du jeu, c'est d'y être toujours
dans un peu plus de 24 heures, on va dire. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est nous, c'est faire un match plein, c'est être qualifié à la fin de ce match. L'enjeu est tellement grand pour le pays et pour le groupe, pour l'équipe, pour cette génération, je dirais. C'est ça qui compte, c'est pas Vélud. Ce que je sais, c'est qu'il y a une grande détermination, une grande volonté dans ce groupe d'aller chercher cette qualification. Une grande volonté aussi de progresser dans cette CAN. Tout compte fait à cette étape, la compétition ne laisse plus de choix aux équipes qui n'ont qu'une seule option, vaincre pour vivre ou perdre pour périr. Un match à suivre sur nos antennes à 17h. Allez les aigles. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour l'édition du soir, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.